L'été 1941 fut le son de l'apocalypse. Des colonnes de panzers allemands dévorèrent des kilomètres de steppes, l'armée rouge s'effondrait dans une cascade de défaites catastrophiques, et la Blitzkrieg, la guerre éclair nazie, semblait une force de la nature imparable. Des millions de soldats soviétiques étaient encerclés, capturés ou anéantis. Pour le monde, et pour beaucoup au sein du Kremlin, l'Union soviétique était au bord de l'effondrement total. Au milieu de ce chaos absolu, lorsque des solutions impossibles étaient requises, Staline recourait à un homme dont la réputation s'était forgée dans le feu et une discipline de fer, Georgi Konstantinovitch Zhukov. Zhukov n'était pas un stratège de salon, il n'était pas un théoricien des cartes et des compas. Il était l'incarnation de la volonté soviétique, une volonté forgée dans la brutalité et le pragmatisme le plus impitoyable. Son arrivée sur un front en détresse était comme celle d'un chirurgien d'urgence au milieu d'une hémorragie massive. Le traitement serait douloureux, radical et ne garantissait pas la survie. Mais c'était la seule option. Sa première épreuve du feu dans cette nouvelle et terrible guerre fut Leningrad. Le berceau de la révolution était sur le point de tomber. Les défenses étaient un chaos. La panique se répandait et les troupes allemandes étaient aux portes. Quand Zhukov atterrit, il ne fit pas de discours inspirant. Il émit des ordres qui glacèrent le sang. « Minez tous les accès à la ville », ordonna-t-il. « Tout commandant qui ordonnera une retraite sans un ordre écrit direct du quartier général sera fusillé sur le champ. » Il n'était pas en train de reconstruire une défense, il la forgeait à coups de marteau sur l'enclume de la peur et du désespoir. Les travailleurs, hommes et femmes, furent mobilisés pour creuser des fossés anti-chars jusqu'à l'épuisement. Le coup importait peu. La seule chose qui importait était d'arrêter l'ennemi. Et il l'arrêta. L'assaut allemand sur Leningrad se brisa contre un mur de fanatisme et d'acier qu'il avait érigé en l'espace de quelques jours. La ville ne tomba pas, mais fut piégée dans un siège infernal qui durerait 900 jours. Zhukov ne resta pas pour le voir. Staline avait besoin de lui dans un endroit encore plus critique. Moscou, le cœur du pouvoir soviétique. En octobre 1941, les officiers allemands affirmaient pouvoir voir les coupoles du Kremlin avec leurs jumelles. La panique s'empara de la capitale. Le gouvernement se préparait à évacuer. C'est là que le génie de Zhukov se manifesta dans toute sa plénitude. Il comprit quelque chose de fondamental sur la Blitzkrieg. C'était une attaque conçue pour la vitesse, pour exploiter la désorganisation et l'effondrement de l'ennemi. Si l'on parvenait à freiner son élan, si l'on l'obligeait à s'arrêter et à combattre dans une bataille d'usure, son plus grand avantage s'évaporait. Zhukov transforma les environs de Moscou en une toile d'araignée mortelle. Il mit en œuvre une défense en profondeur, cédant du terrain à un prix exorbitant en sang allemand. Chaque village, chaque forêt, chaque colline devint une forteresse. Il obligea les panzers à s'arrêter, à s'embourber dans la boue de l'automne russe, la Rasputitsa, puis dans la neige profonde de l'hiver. Tandis que la Wehrmacht se saignait à blanc et gelait aux portes de la ville, Zhukov préparait son coup de maître. En secret, il avait accumulé des réserves stratégiques, des divisions sibériennes fraîches, endurcies par le froid et équipées pour le combat hivernal. Le 5 décembre 1941, avec des températures de 30 degrés au-dessous de zéro, Zhukov déchaîna sa contre-offensive. Pour la première fois dans la guerre, l'invincible armée allemande ne fut pas seulement arrêtée, mais elle fut rejetée en arrière, fuyant en désordre. Ce fut l'inversion totale de la Blitzkrieg. Zhukov ne s'était pas contenté de défendre, il avait absorbé le coup le plus puissant de l'ennemi, l'avait épuisé, puis lui avait asséné un coup de poing dévastateur. Le mythe de l'invincibilité nazie vola en éclats dans les faubourgs enneigés de Moscou. Mais cette victoire, comme toutes celles de Zhukov, avait un prix gravé en chiffres de morts et de blessés qui sont presque impossibles à comprendre. Pour lui, la victoire était un problème mathématique et la vie de ses soldats était l'une des variables de l'équation. C'était un maître de la maskirovka, la tromperie militaire, mais aussi de l'assaut massif. Si un point fort allemand devait être pris et que la seule manière était d'envoyer vague après vague d'infanterie jusqu'à ce que les mitrailleuses ennemies n'aient plus de munitions ou que leurs canons surchauffent, Zhukov n'hésitait pas à donner l'ordre. Ses critiques, d'hier comme d'aujourd'hui, l'accusent d'être un boucher.
de voir le soldat soviétique non pas comme un homme, mais comme une ressource, aussi consommable qu'une balle ou un obus d'artillerie. Dans son esprit, il n'y avait pas de place pour l'héroïsme romantique. La guerre était une industrie à tuer et il en était le gestionnaire le plus efficace. Tandis que les généraux occidentaux planifiaient souvent pour minimiser les pertes, Zhukov planifiait pour s'assurer de l'objectif, partant du principe que les pertes seraient, par nécessité, catastrophiques. Cette approche brutale, ce mépris du coût humain individuel, fut peut-être la seule façon pour un État comme l'Union soviétique, technologiquement inférieur au début de la guerre, de pouvoir affronter et finalement écraser la machine de guerre la plus sophistiquée du monde. La victoire avait un visage, et souvent, c'était le visage impassible et impitoyable de Georgi Zhukov. Le surnom de architecte de la victoire est propre, noble. Mais dans les tranchées, au milieu de la boue, du sang et des corps gelés, les soldats lui donnaient un autre nom, un nom murmuré, avec un mélange de terreur et de respect, le boucher. Pour comprendre Zhukov, il faut comprendre l'ampleur du sacrifice sur lequel ses triomphes ont été bâtis. Ces victoires ne se mesurent pas seulement en kilomètres de territoire libéré, mais en hectomètres de cadavres. La philosophie de la terre brûlée ne s'appliquait pas seulement aux terrains refusés à l'ennemi, mais aussi aux armées qu'il commandait lui-même. Pensons aux batailles de Rzhev, une série d'offensives entre 1942 et 1943. Dans l'histoire militaire occidentale, elles sont à peine mentionnées, mais pour les soviétiques, ce fut une blessure ouverte, un trou noir qui dévora plus d'1 million d'hommes. Zhukov dirigea plusieurs de ces opérations, lançant assaut frontal après assaut frontal contre des positions allemandes fortifiées. Les ordres étaient simples, avancer. Le résultat était un massacre à l'échelle industrielle. Les soldats vétérans disaient « Nous allons à Rzhev pour nous faire hacher menu ». C'était le reflet parfait de sa doctrine. La victoire s'achèterait par le sang, et le trésor de l'Union soviétique en vies humaines semblait inépuisable. Même au moment de sa plus grande gloire, la bataille de Berlin, cette logique implacable fut présente. La guerre étant pratiquement gagnée, au lieu d'encercler et de soumettre la ville par la faim, Zhukov, éperonné par la course contre les Alliés et la paranoïa de Staline, ordonna un assaut frontal à travers les hauteurs de Silo. Ce fut l'une des batailles d'usure les plus féroces de la guerre. En quelques jours, l'armée rouge subit plus de 30 000 morts pour prendre une position qui aurait pu être contournée. Il gagna la course au Reichstag, mais le prix fut payé par des dizaines de milliers de familles qui perdirent leurs enfants lors de la dernière semaine de la guerre. Pour Zhukov, la vitesse et l'accomplissement de l'objectif politique dicté par Staline primaient sur toute considération tactique susceptible d'épargner des vies. Cependant, la guerre que menait Zhukov n'était pas seulement contre les Allemands. Il y avait un second front, silencieux, et peut-être plus dangereux, dans les couloirs feutrés du Kremlin. Vivre et prospérer sous le commandement de Joseph Staline, c'était comme être le dompteur d'un tigre imprévisible et paranoïaque. Un jour, vous étiez un héros de l'Union soviétique. Le lendemain, vous pouviez être un ennemi du peuple en route pour un sous-sol de la Loubianka. Zhukov survécut aux grandes purges des années 30 qui décapitèrent le corps des officiers de l'armée rouge. Mais la menace ne disparut jamais. Sa relation avec Staline était une danse mortelle. Staline avait besoin de la compétence militaire de Zhukov, de sa capacité unique à renverser les désastres. Zhukov, à son tour, était l'un des rares hommes qui osait, à l'occasion, contredire le dictateur sur des questions militaires. Il se disputa avec lui au sujet de la défense de Kiev en 1941, une position qui lui coûta temporairement son poste, bien que l'histoire lui ait donné tragiquement raison. Cette audace était incroyablement risquée. Chaque victoire le rendait plus indispensable, mais aussi plus popularité, et la popularité était un crime potentiellement capital aux yeux de Staline. Le maréchal le plus célèbre de l'Union soviétique ne pouvait pas permettre que son ombre devienne trop grande. Après la chute de Berlin, Zhukov était, sans aucun doute, l'homme le plus populaire du pays, après Staline. Il présida le défilé de la victoire à Moscou, monté sur un cheval blanc, une image iconique de triomphe. Pour Staline, cette image était une menace intolérable. Peu après la guerre, la machine de la répression se mit en marche. Des accusations furent fabriquées contre lui, ses alliés les plus proches furent arrêtés et torturés pour qu'ils livrent de faux témoignages.
On l'accusa de bonapartisme, de conspirer pour prendre le pouvoir, de s'approprier des trophées de guerre. Il fut dépouillé de ses hautes fonctions et exilé à des postes militaires insignifiants, d'abord à Odessa, puis dans l'Oural. L'architecte de la victoire fut effacé, marginalisé, contraint de vivre dans l'ombre, avec la menace constante d'une arrestation nocturne pesant sur lui. Il survécut parce que Staline mourut le premier. Cela nous amène au dilemme moral fondamental qui définit son héritage. La fin justifiait-elle les moyens? La guerre sur le front de l'Est ne fut pas une guerre conventionnelle. C'était une guerre d'anéantissement. Les plans nazis, le général Plan Ost, prévoyaient l'extermination, la déportation et la réduction en esclavage de dizaines de millions de Slaves. C'était une lutte existentielle au sens le plus littéral du terme. Face à un ennemi qui vous a condamné à l'extinction, existe-t-il des limites morales? Le sacrifice de 100 000 soldats dans un assaut frontal est-il un mal nécessaire si l'alternative est l'anéantissement de toute votre nation? Depuis le confort du XXIe siècle, il est facile de condamner ces tactiques comme étant inhumaines. Mais dans le contexte de 1942, avec la Wehrmacht avançant implacablement, la réponse était bien plus trouble. Zhukov ne fut pas un héros au sens occidental du terme. Il fut le produit d'un système totalitaire, un instrument brutal conçu pour combattre et vaincre un autre système totalitaire encore plus monstrueux. Il incarnait la terrible vérité selon laquelle, parfois, pour vaincre un monstre, vous avez besoin de votre propre monstre. Le triomphe eut un prix, et ce prix fut un océan de sang et une âme collective marquée par la brutalité des méthodes qui furent nécessaires pour survivre. L'écho des bottes de Georgi Zhukov ne s'est pas estompé avec la fin de la guerre ni avec sa mort. Son ombre se projette, longue et large, sur les manuels et les doctrines de la guerre moderne. Ce n'est pas un héritage d'héroïsme, mais un héritage d'efficacité brutale, une série de leçons écrites avec la pointe d'un obus qui continue d'être étudiée, analysée et adaptée sur les champs de bataille d'aujourd'hui. Sa principale contribution à l'art de la guerre fut la perfection de la doctrine soviétique des opérations en profondeur. Ce n'était pas une idée nouvelle, mais sous Zhukov, elle passa de la théorie à une pratique terriblement efficace. Le concept était simple dans son génie. Il ne s'agissait pas seulement de rompre la ligne de front ennemie, mais de planter un poignard directement au cœur de son système. Une fois qu'une brèche était ouverte, Zhukov ne l'exploitait pas avec prudence. Il y déchaînait des armées entières de chars. Ceux-ci n'étaient là pas de simples véhicules de soutien à l'infanterie. C'étaient des béliers blindés massifs, conçus pour opérer de manière indépendante à des centaines de kilomètres sur les arrières de l'ennemi. Leur mission était de semer le chaos, détruire les quartiers généraux, couper les lignes de ravitaillement, anéantir les réserves et transformer une retraite ordonnée de l'ennemi en une débandade chaotique. C'est ce que nous avons vu dans l'opération Bagration en 1944, peut-être son chef-d'œuvre, où le groupe d'armées centre-allemand ne fut pas simplement vaincu, il fut désintégré systémiquement. Cette doctrine, l'application d'une force écrasante en un point décisif pour obtenir un effondrement total dans la profondeur de l'ennemi, devint le pilier de la pensée militaire soviétique durant toute la guerre froide. En fait, une grande partie de la doctrine de l'OTAN, comme la bataille Erland, fut développée spécifiquement comme une réponse directe pour contrer le type d'offensive massive et profonde que Zhukov avait perfectionné. Son influence est si fondamentale que pour comprendre la guerre terrestre à grande échelle au XXe et XXIe siècle, il est obligatoire de comprendre Zhukov. Pour cette raison, son nom résonne dans les salles de classe des académies militaires du monde entier, de West Point aux États-Unis à Sandhurst au Royaume-Uni. On ne l'étudie pas comme un modèle de leadership humanitaire, mais comme un cas d'étude clinique en art opérationnel. La discipline qui consiste à transformer des objectifs stratégiques en actions tactiques efficaces sur le champ de bataille. Les cadets analysent ces campagnes avec la précision d'un chirurgien. La bataille de Khalkhin Gol, 1939. Avant la Seconde Guerre mondiale, contre les Japonais, Zhukov exécuta un double enveloppement de manuels, combinant infanterie, artillerie, blindés et forces aériennes d'une manière qui présageait la blitzkrieg allemande. C'est l'exemple parfait de la manière d'anéantir un ennemi par la surprise et la manœuvre. La contre-offensive de Moscou, 1941.
Elle est étudiée comme la leçon de maître sur la transition de la défense à l'offensive. Elle démontre comment une défense élastique et en profondeur peut épuiser un attaquant supérieur jusqu'au point d'exténuation, pour ensuite le frapper avec des réserves préparées au moment de sa vulnérabilité maximale. L'opération Uranus à Stalingrad, 1942. C'est l'exemple suprême de l'encerclement stratégique à grande échelle. L'audace d'encercler et de piéger toute une armée allemande, la 6e armée, changea le cours de la guerre et demeure l'une des plus grandes réussites de planification et d'exécution militaire de l'histoire. Au-delà des tactiques spécifiques, les leçons de Zhukov offrent une vision crue de la nature de la guerre qui reste pertinente. La première leçon est l'adaptabilité pragmatique. Zhukov n'était pas lié à une seule façon de faire la guerre. Si la subtilité et la tromperie de la Maskirovka pouvaient fonctionner, comme lors de l'opération Bagration, il l'utilisait avec brio. Si la seule solution était un assaut frontal brutal, comme à Berlin, il n'hésitait pas à payer le prix du sang. Cette capacité à évaluer une situation et à appliquer l'outil nécessaire, aussi désagréable fût-il, est une leçon vitale dans les conflits hybrides et complexes d'aujourd'hui. La deuxième leçon est la maîtrise absolue de la logistique et des réserves. Son véritable génie ne résidait pas seulement dans la conception des offensives, mais dans sa capacité à rassembler, dissimuler et déployer d'énormes quantités d'hommes et de matériel au moment et à l'endroit précis. Il comprenait que les armées n'avancent pas grâce au courage, mais grâce au carburant, aux munitions et aux renforts. Cet accent mis sur les nerfs de la guerre est intemporel. Zhukov, en fin de compte, ne fut pas simplement un général, il fut une force de l'histoire. Un homme façonné par la brutalité de son temps, qui à son tour façonna la manière dont les nations pensent et se préparent à la guerre. Son héritage est un rappel inconfortable que, dans la lutte pour la survie, les lignes entre le génie et la monstruosité peuvent devenir terriblement floues, et que l'écho de ses décisions résonne encore dans chaque conflit qui éclate dans notre monde. La guerre prit fin en 1945, mais la bataille pour l'héritage de Georgi Zhukov se poursuit aujourd'hui, livrée dans les livres d'histoire, les documentaires et les débats publics. C'est une bataille qui révèle les profondes différences dans la manière dont on se souvient du conflit le plus sanglant de l'humanité. La question centrale, qui résonne avec force, est aussi simple qu'insoluble. Fut-il un héros ou un boucher ? La réponse dépend, en grande partie, de la personne à qui on la pose. Dans la Russie moderne, le récit est massivement clair. Zhukov est le Marshal Pobédé, le maréchal de la victoire. C'est une figure presque mythologique, un pilier fondamental de l'identité nationale forgé dans le feu de la Grande Guerre patriotique. Des statues sont érigées en son honneur, son visage orne des médailles commémoratives, et il est vénéré comme l'homme qui a sauvé la mère patrie de l'extermination fasciste. Dans cette vision, les pertes astronomiques sous son commandement ne sont pas ignorées, mais elles sont contextualisées comme le prix inévitable et nécessaire qu'il fallut payer pour vaincre un ennemi génocidaire. Il est vu comme l'homme dur qui a pris les décisions impossibles que d'autres n'ont pas osé prendre, le sauveur de la nation. En Occident, l'image est beaucoup plus ambiguë et critique. Bien qu'aucun historien sérieux ne nie son génie militaire, l'épithète de boucher est utilisée beaucoup plus fréquemment. Son héritage est analysé à travers le prisme des valeurs démocratiques, et la comparaison avec des commandants comme Eisenhower ou Montgomery est inévitable, tandis que ces généraux opéraient sous le contrôle politique et d'une presse relativement libre qui aurait condamné des pertes de l'ampleur de celle de Zhukov. Il était le bras exécuteur d'un dictateur totalitaire. Le récit occidental se concentre sur son mépris apparent pour la vie humaine, le voyant comme une pièce, bien que brillante, de la machinerie stalinienne, aussi brutale et inhumaine que le régime qu'il servait. Ce débat a été profondément enrichi et compliqué par l'ouverture des archives soviétiques après la chute de l'URSS. Pendant des décennies, l'histoire se basait sur la propagande officielle ou sur des récits fragmentés. Les nouveaux documents défient autant la mythologie soviétique que les caricatures occidentales. D'une part, ils révèlent avec un détail effrayant la véritable ampleur de l'incompétence et du chaos de 1941, ce qui rend les exploits de Zhukov pour stabiliser le front encore plus prodigieux. Ils confirment la brutalité des ordres, l'existence de détachements de barrages qui tiraient sur leurs propres soldats
et la paranoïa qui imprégnait chaque décision. Mais ces mêmes archives ont aussi nuancé l'image du boucher décérébré. Les registres de planification, les transcriptions de réunions et ses correspondances montrent un stratège méticuleux, un maître de la logistique et de la tromperie. Il révèle les nombreuses occasions où il a affronté Staline, argumentant contre des offensives suicidaires, ou plaidant pour des retraites tactiques afin de préserver ses forces, souvent au prix d'un risque personnel immense. L'image qui émerge n'est pas celle d'un fanatique qui lançait des hommes sur les mitrailleuses sans réfléchir, mais celle d'un commandant extrêmement calculateur, contraint d'opérer au sein d'un système meurtrier et sous une pression inimaginable, prenant des décisions que personne ne voudrait avoir à prendre. Cela nous amène sur le terrain de la contrefactualité, au fascinant « que se serait-il passé si ?» Que se serait-il passé si Staline, dans sa paranoïa, avait inclus Joukov dans les purges de la fin des années 30, aux côtés du maréchal Toukhatchevski? L'armée rouge aurait-elle survécu à l'effondrement de 1941? Moscou serait-elle tombée? La réponse la plus probable est que sans un organisateur aussi impitoyable et efficace à ce moment critique, l'Union soviétique aurait pu s'effondrer, changeant complètement le cours de l'histoire du XXe siècle. Et la question la plus troublante de toutes, que se serait-il passé si un général plus humain avait été aux commandes? Un commandant qui aurait priorisé la préservation de la vie de ses hommes par-dessus tout. Une telle stratégie aurait-elle pu arrêter la machine de guerre nazie, conçue pour une annihilation totale et rapide? Il est possible que la réponse soit non. Il est possible que dans la lutte contre un mal absolu comme le nazisme, la seule réponse efficace fût une volonté de fer et une cruauté symétrique. Peut-être que seule la logique brutale d'un homme comme Joukov pouvait vaincre la logique génocidaire d'Hitler. En fin de compte, il est impossible d'étiqueter Joukov simplement. Il fut un paradoxe vivant, le produit d'un régime totalitaire qui devint l'instrument indispensable pour en vaincre un autre. Il fut le sauveur de son peuple et le responsable de la mort de centaines de milliers d'entre eux. Son héritage nous oblige à affronter la nature la plus sombre de la guerre totale, nous rappelant que la victoire a parfois un coût moral aussi dévastateur que la défaite elle-même. Il n'est pas un héros de conte de fées, mais un reflet complexe et troublant de son temps, une figure dont l'ombre nous oblige à nous demander quel est, en réalité, le véritable prix du triomphe. Dans la Russie contemporaine, la Grande Guerre patriotique n'est pas simplement un événement historique, c'est le pilier fondamental de l'identité nationale et du discours politique. Au sein de cette épopée de sacrifices et de triomphes, Joukov a été élevé au rang de symbole suprême de la résilience russe. Sa figure incarne l'idée d'une volonté inébranlable, la capacité de supporter une souffrance inimaginable, et finalement, d'atteindre la victoire contre un ennemi qui semblait invincible. Le Kremlin utilise activement cette image dans son discours géopolitique actuel. Invoquer Joukov, c'est invoquer l'esprit de 1945. Il est mis en avant pour encourager l'unité nationale face aux pressions extérieures, pour projeter une image de force inflexible et pour légitimer l'idée que la Russie est prête à faire n'importe quel sacrifice nécessaire pour défendre sa souveraineté et ses intérêts. Lorsque, lors des défilés du jour de la victoire, nous voyons flotter son portrait, on ne se souvient pas seulement d'un maréchal. On envoie un message clair. Nous sommes les héritiers de cette victoire et de cette capacité de résistance. Joukov a transcendé l'homme pour devenir un outil politique, un rappel perpétuel de la gloire et de l'endurance russe. Au-delà de la politique, la carrière de Joukov est devenue une étude de cas extrême sur le leadership, offrant à la fois des principes précieux et de terribles avertissements qui sont applicables aux défis actuels, que ce soit dans l'armée, dans une entreprise ou au sein du gouvernement. Les principes, concentration et responsabilité. Joukov possédait une clarté d'objectif presque surhumaine. Son regard était fixé sur l'objectif final et il assumait l'entière responsabilité du résultat. Dans un monde où la bureaucratie et l'indécision paralysent souvent les organisations, sa capacité à prendre des décisions cruciales sous une pression immense est étudiée et admirée. Pragmatisme impitoyable. Il n'était marié à aucune théorie ou plan préconçu. Si une stratégie ne fonctionnait pas, il l'écartait sans sentimentalisme. Cette capacité à s'adapter à la dure réalité du terrain, au lieu de s'accrocher à une idéologie défaillante,
est une leçon puissante sur l'importance de la flexibilité. Les avertissements, le coût humain. L'avertissement le plus évident est le danger de la mentalité selon laquelle la fin justifie les moyens. Joukov est l'exemple suprême de la façon dont une victoire peut avoir un coût humain si atroce qu'il remet en question sa propre valeur morale. Son héritage nous oblige à demander à quel moment le prix de la victoire devient-il trop élevé? Le danger d'un leadership autoritaire. Son style de commandement, qui exigeait une obéissance aveugle et punissait souvent ceux qui apportaient de mauvaises nouvelles, est une leçon sur les dangers d'étouffer la dissidence et le retour d'informations honnêtes. Une culture où les subordonnés ont peur de dire la vérité au chef est une culture vouée au désastre. Un principe aussi valable dans une salle de conseil d'administration que dans un quartier général de campagne. Finalement, l'histoire de Joukov continue de façonner les identités culturelles et politiques d'une manière profonde. En Russie, le récit de la Grande Guerre patriotique, avec Joukov comme principal protagoniste militaire, n'est pas seulement de l'histoire, c'est un mythe fondateur. Il fournit une réponse à la question « Qui sommes-nous » La réponse est « Nous sommes le peuple qui, sous la direction d'hommes comme Joukov, a vaincu le mal absolu et a sauvé le monde. » Cette identité a des conséquences directes. Elle peut alimenter une mentalité de forteresse, l'idée que la nation est constamment assiégée par des forces hostiles, très similaire à la situation de 1941. Ce récit rend les sacrifices actuels plus acceptables pour la population, en les inscrivant dans une lutte historique continue pour la survie. L'histoire de Joukov n'est donc pas un chapitre clos. C'est un récit vivant qui est constamment réinterprété et utilisé. C'est la personnification d'un génie militaire, l'incarnation d'une doctrine de guerre, un puissant symbole politique et, surtout, un dilemme moral complexe. L'ombre de Gueorgui Joukov ne plane pas seulement sur les champs de bataille du passé, mais aussi sur les conflits, les identités et les décisions du présent, démontrant que l'écho des figures les plus formidables de l'histoire ne s'estompe jamais complètement.